Tu commences à en avoir marre parce que tu fais, tu anticipes, tu portes, tu t'adaptes et en face tu entends « je fais ce que je peux ». Sauf que c'est pas vrai ou c'est pas tout le temps vrai, tu fais plus, beaucoup plus et tu le sais pertinemment. Ce qui te blesse au fond, ce n'est pas la quantité de ce que tu donnes, toi tu es capable de donner, d'aimer, d'investir. Ce qui te blesse, c'est l'écart. L'écart entre ton implication et la sienne, l'écart entre ton engagement et son minimum vital, l'écart entre ce que tu offres et ce que tu reçois, et tu vis une disparité, une injustice, un décalage qui s'est installé tellement progressivement que tu t'es réveillé un matin en te disant « je fais tout dans mon couple et j'en ai marre ». Aujourd'hui, on ne va pas parler de charge mentale, on ne va pas parler d'être trop gentil, on va parler d'équité, de système conjugal et de rééquilibrage, l'objectif étant de comprendre pourquoi votre relation est devenue un système inégal et comment rétablir une vraie réciprocité sans qu'on ait à s'énerver, à supplier, à s'excuser ou à faire un tableau Excel pour être dans la justesse la plus précise, ou dans la justice plus exactement, mais juste un mécanisme simple qui va être propre pour ajuster de manière décisive votre manière de gérer la vie quotidienne. On est parti. Pourquoi tu réagis violemment à l'injustice ? Parce que simplement l'humain est équipé d'un détecteur d'injustice, on pourrait dire ça comme ça, qui est situé dans ce qu'on appelle l'insula et le cortex singulaire, dans son cerveau, et qui s'active comme face à une blessure physique quand tu donnes plus que tu ne reçois. C'est pas un dysfonctionnement, c'est pas un caprice, c'est pas que tu as un problème. C'est un mécanisme de survie relationnelle. C'est une manière de gérer un équilibre et de faire en sorte qu'il n'y ait pas dans un groupe un individu qui en donne trop à son propre détriment, sachant que s'il en donne trop à son propre détriment, attention, je vais donner une clé importante, eh bien c'est forcément au détriment du groupe. Donc déjà, tu peux commencer à te dire, ah oui, je ne vais pas cesser d'en donner parce que c'est l'injustice, mais parce que je sais que si j'en donne beaucoup trop, eh bien ça participe à abîmer également la relation, donc le groupe. Ce qui fait souffrir, c'est que tu as le sentiment de faire, on va dire, 80% de l'effort et que lui ou elle, fait les 20% restants. Et en réalité, la relation devenant asymétrique, tu la trouves instable. Tu voudrais qu'il y ait un mécanisme de récompense où je fais, par conséquent il fait, je peux me reposer et il fait, je peux compter sur lui, il peut compter sur moi pendant que je fais, etc. Et du coup, tu ne ferais pas trop. Tu ferais ce qui correspond à ce qui est à ta place. Mais dis-moi, est-ce que tu pourrais ne pas en faire trop, même si l'autre n'est pas partie prenante complète de sa part de la responsabilité ? Parce que plus tu compenses, plus l'autre te laisse compenser, en fait. Un train n'a pas besoin de 2 locomotives. Si une des locomotives travaille moins, on va remplacer ou chercher une autre locomotive en complément de celle qui existe. Par conséquent, tu peux comprendre déjà, alors qu'on est au tout début de notre entretien, comprendre que il est fort probable que ta manière de gérer ton implication, ton investissement dans le vécu quotidien de la relation participe à faire en sorte que ton partenaire, ne trouvant pas sa place ou ne cherchant pas sa place ou trouvant avantageux que tu prennes autant de place, en face moins. Et du coup, tu en as marre. Et tu te demandes pourquoi est-ce possible, comment expliquer le fait qu'il n'en fasse pas autant que toi ? Est-ce que c'est peut-être qu'il ne s'investit pas, qu'il manque d'amour ? Et tu restes dans une approche qui peut peut-être participer à abîmer encore plus la relation. Comprends que premièrement, vous n'avez pas le même seuil de tolérance à l'injustice. Toi, tu vis peut-être l'inégalité avec un sentiment de révolte immédiat, et ton partenaire vit peut-être l'inégalité en se disant il y a quelque chose qui fonctionne pas entre nous. Mais on verra ça dans son temps, peut-être quelque chose changera et créera un équilibre différent dans quelques temps. Si on prend juste cet aspect-là avec ces 2 systèmes qui sont différents, tu peux comprendre qu'il y a un conflit d'interprétation et que ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est véritablement un conflit d'interprétation. On ne voit pas les choses de la même manière. Alors certains vont dire oui, alors comme on ne voit pas les choses de la même manière, notre couple est remis en question, il n'est pas possible de continuer à être ensemble, je vais chercher ou j'aspire à un partenaire
avec lequel on voit les choses de la même manière. Alors je voudrais te dire d'enlever ton doigt que tu as dans ton œil, parce que ça va faire très mal, et plus ça va aller, plus ça va faire mal, avec des infections très graves, parce que c'est de se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude que de penser qu'il nous faille trouver un partenaire qui fonctionne comme nous. Et justement, si on est en couple avec quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous, c'est parce que le propre du couple relève ou repose sur le fait d'être avec quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous, qui vient en complément, qui vient en addition, qui vient en multiplication ou en synergie de notre personnalité. Je préfère évidemment de loin la synergie, plutôt que se dire, je veux le même. Parce que la synergie entre deux choses identiques, ça n'existe pas, ça ne produit pas de synergie. D'accord ? Ou même la potentialisation qu'on appelle en chimie, ça veut dire qu'il y a l'existence d'un élément qui était absent des deux éléments avant leur rencontre. Si on a les deux éléments identiques, il n'y a pas de potentialisation. On a une multiplication, un renforcement ou une addition, mais pas de potentialisation avec une naissance d'un élément nouveau. Deuxième élément qui peut faire que tu te dises, mais pourquoi il ne fait pas autant que moi ? C'est que ton implication crée une illusion d'équilibre pour l'autre. Tu fais, il croit que ça va, en fait. Et donc, tu encaisses. Et du coup, il croit que tu gères. Et plus tu fais le fort ou la forte, et plus il se dit que tout va très bien. Et le couple bascule dans un système où celui qui voit fait, et celui qui ne voit pas profite, même si c'est involontaire. On a donc besoin d'apprendre à faire, même quand on ne voit pas, et par conséquent de travailler, de coopérer pour faire en sorte que celui qui ne voit pas et qui est enclin à faire, apprenne à faire même quand il n'a pas vu. Exemple, un calendrier hebdomadaire dans lequel il va faire tel jour et à telle heure ou à la fréquence qu'il choisit. C'est lui qui le choisit. Il va faire ça, ça, ça et ça parce qu'il ne le voit pas. S'il attend de le voir pour le faire, il ne le fera jamais. Par conséquent, on va mettre en place quelque chose qui viendra pallier l'incapacité à voir. J'ouvre juste une parenthèse pour te dire que ce n'est pas parce que ton partenaire ne voit pas certaines choses qu'il dysfonctionne. Il ne voit pas certaines choses parce qu'il n'a pas été habitué à les voir. On ne voit que ce qu'on est habitué à voir. Ok ? Si tu es un comportementaliste, tu verras dans la rue des gens facilement identifiables comme étant des consommateurs de psychotropes. Parce qu'en fait, quand on est comportementaliste, on le voit. On peut voir dans le comportement d'une personne qui parle au loin avec son partenaire, s'il est en colère, déprimé, qu'il a un sentiment d'impuissance ou une volonté de prendre la suprématie sur son partenaire. C'est parce qu'on est habitué à le voir, on a appris à le voir. Si on n'a pas appris à voir quelque chose, on ne peut pas l'avoir. D'accord ? Troisième chose qui fait que tu te dis parfois, j'en fais beaucoup plus que lui, comment ça se fait ? C'est que tu n'exprimes pas l'injustice, tu exprimes l'irritation. Donc tu dis, ça me fatigue, j'en ai marre. Et lui, il entend, elle est stressée aujourd'hui. Surtout si d'habitude tu assures. Alors que le vrai message, c'est, je me sens seul, injustement chargé. Et que ce message n'est pas entendu par ton partenaire parce que tu ne le formules pas. D'autre part, tu pourrais me dire, mais Pascal, si, je lui ai dit que je me sentais seul, injustement chargé, et rien n'a changé. Ok ? Parce que tu lui as présenté ça comme un constat. Quelle demande tu as formulée ? Ah, aucune. Mais si je dis ça à mon partenaire, il devrait être légitime, normal ou évident qu'il se dise que, là, tu te mets encore le doigt dans l'œil jusqu'au coude, enlève-le vite, ça va faire très mal ou ça va s'infecter, parce que c'était pas parce que ton partenaire est au courant du fait que tu te sens seul et injustement chargé qu'il devrait adopter une attitude adaptée à faire en sorte que tu sois moins seul et moins chargé, puisque on sait pertinemment en psychologie que l'information n'induit pas un comportement. Comme tout fumeur le sait, c'est écrit sur les paquets de cigarettes, fumer tue. Est-ce que depuis qu'on a écrit ça, le tabagisme a reculé ? Non. C'est une manière politique de faire que on a fait quelque chose quand même grâce à nous. Oui, mais en fait, la réalité est que l'information n'amène pas à un changement de comportement. Ce qui amène à un changement de comportement, c'est la demande. Je veux que tu changes de comportement. Est-ce que tu es OK ? Puisque je me sens seul et trop chargé. Et là, on commence à mettre en place un changement, tu vois. Le vrai problème, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce que ça raconte sur toi. Et tu interprètes l'inégalité comme une inégalité d'amour. Exemple, tu te dis, je donne plus, donc je dois aimer plus. Ou bien, il donne moins, donc il doit aimer moins. Il s'implique moins, donc je compte moins à ses yeux. Et ça, c'est une confusion entre le niveau d'effort et le niveau d'amour. Comme si on pouvait mesurer le niveau d'amour. Et comme si on pouvait mesurer le niveau d'effort. Parce que c'est la même manière difficile à mesurer. Deux partenaires font la vaisselle à tour de rôle.
est-ce que l'effort est le même? Difficile à mesurer. Il est possible que, pour une véritable égalité, un des partenaires serait plus enclin à faire la vaisselle 5 jours sur 7, parce que celui qui l'a fait les 2 jours restants fait un effort colossal. Il a le sentiment d'être affecté dans son intégrité, compte tenu du milieu dans lequel il a grandi. Il a une image des tâches ménagères qui est difficile. Voilà, on peut le travailler, comme beaucoup de couples que j'ai accompagnés, et notamment certains qui me disent, Pascal, depuis qu'on a fait suivi la méthode pour la répartition des tâches ménagères, notre vie a changé. C'est impressionnant, on a de la satisfaction, ça roule, on gagne du temps, on se prend moins la tête pour ces choses-là. Ben oui, parce que la méthode est puissante, je le sais. Mais tant qu'on n'a pas mis en place cette méthode, eh bien, évidemment, il y aura une forme d'asymétrie, avec une forme d'injustice, parce que l'égalité n'est pas dans le nombre ou la fréquence égale, mais elle est bien ailleurs. L'asymétrie crée du ressentiment, elle ne crée pas du rejet. C'est-à-dire que le cerveau ne dit pas « je ne l'aime plus », il dit « je ne suis plus reconnu ». Et c'est important de comprendre le besoin qui se trouve au fond, parce que quand viendra le moment d'en parler à ton partenaire, ce sera véritablement en tenant en compte le besoin et non pas le moyen pour répondre au besoin. Faire la vaisselle tous les 2 jours, c'est un moyen pour répondre à un besoin. Il est fort probable qu'il soit en mesure de répondre à ton besoin sans faire la vaisselle du tout, par exemple, en faisant autre chose. Donc on va chercher ce qui répond aux besoins et non pas une symétrie, et même risque à souffrir de la symétrie dont je viens de parler. Et puis il y a aussi le sentiment d'injustice qui tue la tendresse avant l'amour. T'es pas fatigué du couple, t'es épuisé de porter la relation. Donc du coup, ça a un impact colossal sur l'intimité, la volonté d'être avec l'autre, et même de s'ouvrir à l'autre dans la plus profonde intimité, qui est entre autres la sexualité. Alors la question vient de comment rétablir l'équilibre, comment rétablir l'équité sans s'énerver, sans accuser, sans supplier, je t'ai annoncé dès le début. Eh bien on va revenir au besoin central. Et là tu le savais déjà, parce que j'ai déjà évoqué il y a quelques minutes seulement. On va revenir à un besoin central qui est le besoin d'équité. C'est pas un besoin d'aide, c'est un besoin d'équité. Entends bien que quand tu dis à ton partenaire « j'aimerais que tu m'aides dans les tâches ménagères », ça veut dire que tu te nommes comme responsable. Responsable de quoi? Depuis quand, toi, tu es responsable? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est responsable et pas l'autre? Non, l'idée n'est pas de demander de l'aide à l'autre, mais de demander de l'équité. Donc tu ne veux pas qu'il t'aide, tu veux construire avec lui, et ça change complètement la donne. Ça veut dire que je suis pas responsable de l'entretien de la voiture. Il n'y a pas de règles quelque part qui disent ça. Donc ça veut dire que tu peux autant t'occuper de la voiture que moi. Mais pourquoi le faire? Pour équité, pas pour aide. Pas parce que j'en ai marre, parce que c'est trop lourd, parce que je suis fatigué, mais parce qu'on va chercher l'équité. On va chercher ce qui est le mieux pour la relation conjugale. C'est ça que je vise dans la recherche du besoin central. Deuxième chose pour rétablir l'équité sans s'énerver, j'ai dit aussi sans s'accuser et sans supplier. « Oh, s'il te plaît, vraiment, allez, aide-moi, j'en ai marre, j'en peux plus. » Voilà, ça s'appelle minaudage d'ailleurs. C'est d'identifier précisément les zones d'inégalité. On va d'abord identifier les inégalités d'effort. Tu te rappelles de l'exemple de la vaisselle, c'est pas parce qu'on l'a fait 1 jour sur 2 qu'il y a égalité d'effort, non. On va repérer les inégalités d'initiative, on va repérer les inégalités d'implication émotionnelle. Donc pour moi, ça veut dire beaucoup, alors que pour toi, ça peut être un détail, ou l'inverse. Et on va chercher les inégalités de gestion des conflits. Quand on aura ces 4 inégalités, on va pouvoir travailler de manière assez béton, sérieuse, pour comprendre les besoins, parce que si j'ai un sentiment d'inégalité, c'est qu'il résonne avec un besoin relatif à une image, à une estime, à une justice qui est inscrite en moi. On va formuler aussi le cœur du problème. Ça veut dire que dès que j'ai identifié ces inégalités, que je sais qu'ils sont en relation avec un besoin, que j'ai identifié le cœur du problème, je pourrais formuler une demande. Donc, je ne demande pas à mon partenaire de changer qui il est, je demande un rééquilibrage de la relation dans l'action. Je vais l'inviter à changer sa manière de faire pour que l'on soit dans une dynamique qui nous permette de construire véritablement. Et on va trouver un terrain commun. Pas pour que l'un fasse plus au détriment de l'autre, on va pas répartir les choses seulement autrement, on va travailler à un terrain commun, et là je ne développe pas, parce que je le fais vraiment en coaching, dans lequel je vise le 100% satisfaction de part et d'autre. Et ça paraît utopique avant d'avoir mis les pieds là-dedans, mais je vous assure que 100% des couples qui sont rentrés dans cette approche avec moi me disent «
waouh, on ne pensait pas envisageable d'être en pleine satisfaction. Donc chacun va prendre des responsabilités avec un cahier des charges très clair, avec des implications évidentes et vraiment avec une emphase colossale sur la liberté relative à la prise de pouvoir et à la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui change tout. Parce que tu n'as pas besoin d'un tableau Excel, d'un protocole en 10 étapes avec une négociation interminable. Tu as besoin de suivre le guide que je te donne. En général, je le fais en coaching, c'est oral, je le fais pas que avec un document écrit. Et on met ça en place. Et comme par hasard, il y a un ajustement qui se met en place. Tu changes une chose dans ton comportement, et puis ça change la relation, ça change la dynamique de la relation. C'est le pouvoir qui est le plus sous-estimé dans le couple. C'est de se dire, je vais changer une chose. Et mieux encore, je vais prendre la responsabilité sur une chose. Et quand on a mis ça en branle, avec l'exercice que je propose, c'est énorme. Donc du coup, on gère les rendez-vous, on gère les tâches ménagères, qui s'occupe des enfants, quand, quoi, pourquoi, on gère le ménage, on gère les courses et tout l'environnement de la vie conjugale pour quelque chose qui finalement fait qu'on se retrouve en économie d'énergie et qu'on peut passer le reste de l'énergie qu'on employait à chercher à tirer la corde ou la couverture ou à mettre la charge sur l'autre pour se reconnecter. Parce que je rappelle que le couple est un système. Quand un élément change, tout le système réagit. Et parce qu'en cessant de compenser, tu rétablis de la place pour l'autre et que l'autre peut prendre sa place en pleine responsabilité, on est dans un rééquilibrage qui devient puissant et qui favorise une reconnexion, un fluide relationnel, une économie d'énergie et de charge mentale. Tu peux pas forcer l'autre à se réajuster. Mais tu peux forcer la relation à se rééquilibrer en modifiant un seul point stratégique qui est je cesse de surinvestir, je cesse de vouloir tout diriger et tout contrôler. D'ailleurs, c'est assez paradoxal de voir que certains me disent mon partenaire ne fait rien, et puis quand je suis en coaching avec eux, je me rends compte qu'en fait, ils font tout, et que quand le partenaire fait quelque chose, il a droit à des remarques parce qu'il ne fait pas les choses comme l'autre voudrait qu'il les fasse. Et c'est souvent ce qui bloque. Dans le réajustement, on intègre cette dynamique-là. Et c'est souvent ce qui relance le mouvement, l'implication et même le respect. Je rappelle que l'équité, c'est pas un luxe, c'est l'oxygène du couple. L'injustice abîme même l'amour solide. Alors que l'équité relance même le couple qui est fatigué. T'as pas besoin que ton partenaire devienne un superman ou une superwoman. T'as besoin qu'il adopte la volonté de travailler pour une équité dans laquelle il pourra s'épanouir, et sans doute il ne se rend même pas compte que c'est possible, parce qu'il a l'impression d'avoir affaire à des corvées, c'est pourquoi je travaille de manière vraiment spécifique pour ça, et tu pourras t'épanouir, et ce double épanouissement amène à une chose qui est assez simple, c'est la reconnexion et le plaisir d'être ensemble. Donc c'est ce que je vous souhaite, que vous puissiez sortir de ce « je fais tout et j'en ai marre », pour se dire « faisons autrement ». Qu'est-ce que tu en penses ? Comment faire autrement ? Et même si tu n'as pas de séance de coaching avec moi, tu pourrais commencer à demander à ton partenaire comment faire autrement pour que la maison fonctionne bien, que j'ai moins de charges et que tu te sentes à l'aise et impliqué dans notre relation conjugale. Je ne te dis pas que ça va garantir, mieux vaut parfois un coaching, mais pourquoi pas tenter le coup ? Qui sait ?